Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À la une de l'actualité ce soir, plus de 600 incidents recensés en 2025 dans l'est de la RDC et 13 acteurs humanitaires tués. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires dresse un tableau préoccupant des risques encourus par les acteurs humanitaires. Et puis annonce par le gouvernement congolais d'un grand projet minier autour du minerai de fer. Cette substance encore inexploitée serait une niche financière importante. Et puis à l'international, le Nigeria bénéficie d'un appui de 2,5 millions de dollars du Fonds d'équipement des Nations Unies pour pallier à la malnutrition chronique qui touche des millions d'enfants. Vous aurez tous les détails de ces éléments dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal. Je l'ai dit tantôt, avec plus de 600 incidents recensés en 2025 dans l'est de la RDC, le Bureau de coordination des affaires humanitaires dresse un tableau préoccupant des risques encourus par les acteurs humanitaires. Meurtres, enlèvements, intimidations, le Nord Kivu et le Sud Kivu restent les zones les plus hostiles, poussant OCHA à exiger une meilleure protection pour ceux qui œuvrent en première ligne auprès des populations vulnérables. Suivez. Au total, 13 humanitaires ont été tués, 40 blessés et plusieurs autres enlevés au cours de l'année 2025 dans les provinces de l'Ituri, du Tanganyika, du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. D'après le rapport de cette institution, le Nord Kivu demeure la province la plus dangereuse, tandis que le mois de décembre dernier a été marqué par une explosion de la violence au Sud Kivu. En 2025, plus de 600 incidents ont visé les acteurs humanitaires dans l'est du pays. Le Nord Kivu détient le triste record de la province la plus risquée, concentrant près de la moitié des cas enregistrés. Cependant, le Sud Kivu a surpassé le Nord Kivu en décembre, concentrant 50% des incidents du mois en raison des affrontements et de l'insécurité grandissante sur les axes de distribution. Toutefois, OCHA précise que toutes les menaces ne sont pas liées au combat. Le cambriolage et vol arrivent en tête, suivi des entraves à la circulation et des actes d'intimidation. En ces débuts d'année 2026, ces rapports sonnent comme un cri d'alarme appelant à une protection réelle pour ces humanitaires qui, chaque jour, risquent leur vie pour soulager des populations prises au piège de la crise sécuritaire. Toujours dans le même registre, le drame se poursuit parmi les Congolais dans les camps des réfugiés au Burundi. Environ une centaine de morts ont été recensés en moins de 15 jours parmi les Congolais ayant fui les violences dans l'est de la RDC. Les agences humanitaires alertent sur une situation hors de contrôle. Reportage de Blaise Kouzola. Depuis plusieurs semaines, le Burundi fait face à un afflux massif de réfugiés en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo, fuyant la recrudescence de violence dans la province du Sud Kivu. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de dizaines de milliers de Congolais ont traversé la frontière ces dernières semaines, exerçant une pression considérable sur les capacités d'accueil du pays. Les autorités burundaises et les agences humanitaires parlent d'une situation humanitaire critique sur le site de transit et dans le
camps d'accueil, les conditions de vie sont jugées extrêmement difficiles. Le HCR alerte sur un manque aigu d'abri, d'eau potable, de nourriture et des services de santé. Les familles vivent dans une promiscuité extrême, exposées aux maladies, à la malnutrition et à l'épuisement. Les agences humanitaires confirment également des décès parmi les réfugiés liés principalement à la fatigue extrême, aux maladies et aux conditions sanitaires précaires. Si aucun bilan officiel consolidé n'a encore été publié par les Nations Unies, les humanitaires reconnaissent une mortalité préoccupante, notamment parmi les enfants et les personnes vulnérables. Face à l'urgence, le HCR et ses partenaires appellent à une mobilisation rapide de la communauté internationale afin de renforcer l'assistance humanitaire, prévenir une aggravation de la crise et garantir une prise en charge digne de ces populations déplacées. Une crise humanitaire de plus qui rappelle que derrière les conflits persistants dans l'est de la RDC, ce sont toujours les civils qui payent le prix le plus lourd. Une brève dans ce journal, une délégation congolaise conduite par le ministre d'État F. Zaïba s'est rendue à Bujumbura. Objectif principal d'évaluer la situation des réfugiés congolais qui ont fui les conflits dans l'est du pays et sont désormais installés dans plusieurs camps de déplacés au Bujumbura. Depuis la chute de la ville d'Uvira, plus de 101 000 déplacés congolais ont trouvé refuge au Burundi. Ce chiffre porte à plus de 250 000 le total des déplacés congolais présents dans ce pays voisin. Parmi eux, une population vulnérable de 30 000 enfants qui se retrouvent malheureusement privés d'accès à l'éducation, coupés du système scolaire et exposés à de multiples risques. Autre chose, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa annonce la suspension immédiate de toutes les activités académiques sur le campus à la suite de l'assassinat d'un de ses membres. Son président dénonce un acte sans précédent, affirmant que la première fois depuis la création de l'université en 1959 qu'un professeur est tué à son domicile. Propos de David Loubo, président de l'APUKIN, sélectionné par Don Momat. C'est la première fois qu'un professeur de surcroît ordinaire est assassiné. C'est pourquoi l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, avec tous les autres établissements, ont décidé l'arrêt immédiat de toutes les activités sur les sites universitaires et instituts supérieurs du Congo. Et cela prendra la journée d'aujourd'hui, vendredi, samedi, lundi et mardi. Le gouvernement annonce un grand projet minier autour du minerai de fer. Cette substance encore inexploitée serait une niche financière importante pour le ministre des Mines, Luatum. Il s'agit d'un projet d'architecture économique à fort potentiel. La première phase du projet prévoit une capacité de production de 50 millions de tonnes par an. Le gisement de fer en RDC est estimé à environ 20 milliards de tonnes. Suivez à ce propos Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Note d'information relevant du secteur de mines. Le ministre des Mines a présenté au Conseil le projet mine de fer de la Grande Orientale, MIFOR, ainsi que les orientations de gouvernance qu'appelle sa mise en œuvre. Ces projets visent à structurer, pour la première fois à l'échelle industrielle, la mise en valeur du potentiel de minerai de fer, dont les ressources cumulées sont estimées entre 15 et 20 milliards de tonnes, avec une teneur moyenne supérieure à 60%, positionnant notre pays parmi les principaux détenteurs mondiaux des ressources ferrifères encore inexploitées à grande échelle. Au-delà de l'exposition minière, MIFOR est conçu comme un projet d'architecture économique nationale, reposant sur la transformation progressive d'une ressource minérale stratégique en infrastructure souveraine, puis en recette durable, et enfin en stabilité macroéconomique et développement territorial équilibré. La mine y joue le rôle d'instrument financier permettant à l'État de créer des actifs structurants de long terme. La phase initiale du projet
est dimensionné sur une capacité de production de l'ordre des 50 millions de tonnes par an, extensible jusqu'à 300 millions de tonnes, à 2 niveaux comparables aux grands bassins ferrifères internationaux. Cette phase intègre non seulement l'extraction du minerai, mais également des unités de transformation industrielle, ainsi que la mise en place d'un corridor logistique multimodal structurant, combinant rail, lourd, transport fluvial sur les fleuves Congo et accès aux ports et en eau profonde de Banana. Le ministre de Mines a aussi présenté les bénéfices chiffrés de ce projet. Les études consolidées font apparaître, pour un investissement initial estimé à 28,9 milliards de dollars pour la première étape, le modèle économique projeté sur 25 ans fait ressortir un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 679 milliards de dollars, un cash flow net excédent de près de 308 milliards de dollars, une valeur actuelle nette négative et un taux de rentabilité interne élevé, traduisant la robustesse du projet dans des hypothèses prudentes du marché. Pour l'État, le gouvernement annonce un lancement progressif de la déconcentration et de l'ordonnancement avec au total 9 ministères pilotes. C'est le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, qui a partagé au Conseil des ministres cette avancée. Cette nouvelle orientation financière implique que les ministères pilotes exerceront les fonctions d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de leurs dépenses. Le vice-premier ministre a également fait part au gouvernement des objectifs poursuivis cette année pour la maximisation de mobilisation des ressources financières. Suivez à ce propos Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre du budget, a porté à l'attention du Conseil que le respect des procédures d'exécution du budget s'impose à tous les ordonnateurs et gestionnaires publics en conformité avec le manuel de procédure et du circuit de la dépense publique qui garantit le respect intégral de la procédure standard tout au long de la chaîne de la dépense et les manuels de procédure de marché public. Il a terminé en annonçant le lancement progressif de la déconcentration et de l'ordonnancement avec 9 ministères pilotes. Ils exerceront à titre pilote les fonctions d'engagement, des liquidations, d'ordonnancement de leurs dépenses sous la régulation des crédits et les contrôles budgétaires du ministre ayant les budgets dans ses attributions, ainsi que sous la régulation de la trésorerie assurée par le ministre ayant les finances dans ses attributions, garantissant ainsi la cohérence globale et l'exécution budgétaire. Le vice-premier ministre, ministre du budget, a présenté la loi des finances telle que promulguée le 29 décembre 2025 par le président de la République après adoption en termes identiques par les deux chambres du Parlement. Ces processus a consacré, une fois de plus, la consolidation de la discipline budgétaire engagée par le gouvernement. Le budget 2026 s'inscrit sur une trajectoire de soutenabilité budgétaire fondée sur une amélioration progressive de la pression fiscale, celle-ci étant projetée à 12,5% en 2026 et correspond à des recettes courantes estimées à 13,4 milliards avec l'objectif d'atteindre 17% à l'horizon de 5 ans, soit les niveaux moyens en Afrique subsaharienne, pour de recettes courantes estimées avoisinant 26 milliards de dollars américains. Cette trajectoire permettra, à l'horizon 2030, de dégager des marges budgétaires en vue de financer sur ressources propres les priorités de l'État. À ce titre, au cours de cette année 2026, les administrations financières devraient doubler les efforts pour mobiliser davantage les recettes en vue de se mettre sur cette trajectoire qui permettra aisément au gouvernement de financer ses priorités par les ressources propres. Une autre brève face à la pénurie d'eau potable causée par les érosions menaçant la conduite de la Régie des eaux et affectant près de 800 000 personnes à Selimbao et dans plusieurs quartiers de Mangafula depuis le retour de la saison de pluie. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a convoqué hier vendredi une réunion d'urgence avec l'OVD, le FONER, la Régie des eaux et l'entreprise GGPI en vue de la mise en place d'une task force chargée d'exécuter des travaux urgents sur les sites érosifs concernés sur la route Cité Verte Kimwenza.
Et puis, à quelques semaines de la fin de son programme de prêt avec le FMI, la Zambie a décidé de ne pas prolonger l'accord, renonçant ainsi à une rallonge potentielle de 145 millions de dollars. Cette décision intervient dans un climat électoral tendu alors que le pays fait face à une forte inflation et une crise énergétique persistante. Patience Lokeke, et vous l'aurez compris, c'est la page internationale. Le gouvernement zambien a fait marche arrière sur la demande de prolongation de 12 mois de son programme de prêt auprès du Fonds monétaire international qui doit expirer fin janvier 2026, a annoncé l'institution financière multilatérale le mercredi 7 janvier. Aucune raison n'a été avancée pour justifier cette décision qui intervient alors que le gouvernement du président Hakainde Hichilema se prépare aux élections générales, présidentielles, législatives et municipales en août dans un contexte marqué par une inflation à 2 chiffres et une grave pénurie d'électricité. La Zambie, qui est en train d'achever un processus de restructuration de sa dette, espérait obtenir environ 145 millions de dollars de financement supplémentaire grâce à une prolongation des 12 mois du programme d'aide du FMI. Le pays d'Afrique australe a profité de la flambée de prix du cuivre qui ont atteint un niveau record ces dernières années. Le gouvernement prévoit une amélioration de la situation budgétaire en 2026, estimant que le déficit budgétaire se réduira de plus de moitié et que la croissance économique dépassera les 6%. Les programmes visent à soutenir le 8e plan national de développement en mettant l'accent sur plusieurs priorités, notamment la consolidation de la stabilité macroéconomique, la restauration de la viabilité de la dette et le finance publique, les renforcements de la gouvernance ainsi que la promotion d'une croissance inclusive pour améliorer les moyens de subsistance de la population. La Zambie, qui a fait défaut sur sa dette extérieure en 2020, avait demandé en février 2021 la restructuration de sa dette extérieure d'environ 13 milliards de dollars dans le cadre de l'initiative proposée par le groupe de 20 économies le plus développé de la planète, G20, au pays le plus pauvre. Face à une malnutrition chronique qui touche des millions d'enfants, le Nigeria bénéficie d'un appui de 2,5 millions de dollars du Fonds d'équipement des Nations Unies. Ce financement vise à stimuler la production locale d'aliments thérapeutiques à base d'arachide et à réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. Encore une fois, Patience Lokeke. Le Nigeria, engagé dans la transformation de sa chaîne d'approvisionnement humanitaire, a bénéficié d'un financement de 2,5 millions de dollars annoncé le 5 janvier 2026 par le Fonds d'équipement des Nations Unies. Cet appui financier vise à soutenir le producteur local d'arachide et à renforcer la production nationale d'aliments thérapeutiques dans un contexte marqué par une malnutrition persistante, notamment chez les enfants. Avec plus de 220 millions d'habitants, le Nigeria fait face à un paradoxe économique majeur. Malgré un fort potentiel agricole, le pays n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire et reste fortement dépendant des importations de produits de base tels que le riz, le blé et le sucre. Entre 2013 et 2024, la valeur des importations alimentaires et de boissons est passée d'environ 490 millions de dollars à 4,6 milliards, soit une hausse de près de 265%. Pour transformer les secteurs agricoles, le gouvernement a augmenté de 30% en janvier 2025 le budget national de ces secteurs stratégiques. Ces nouveaux financements internationaux constituent un pas important vers une chaîne d'approvisionnement humanitaire plus autonome et mieux intégrée aux capacités locales. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Je vous rappelle les 3 principaux titres.
plus de 600 incidents recensés en 2025 dans l'est de la RDC et 13 acteurs humanitaires tués. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires dresse un tableau préoccupant des risques encourus par les acteurs humanitaires. Et puis annonce par le gouvernement congolais d'un grand projet minier autour du minerai de fer. Cette substance encore inexploitée serait une niche financière importante. Et puis à l'international, le Niger